La vie est une série de sommets et de creux et on ne sait jamais si on est au fond avant de remonter ou si on est au sommet avant d'en redescendre. Puis pourquoi je trouve ça si à propos, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, les marchés, ils vont planter ou les marchés, ça va monter. Quand c'est un bon moment pour investir après une année comme on vient de vivre. Donc, on a les deux. On a des gens qui se sentent au sommet, des gens qui se sentent en bas. La réalité, c'est probablement un petit peu plus complexe que ça, puis on va essayer là, de faire on va mettre la lumière là-dessus. Avant de commencer, regardons un petit peu les rendements qu'on a depuis le début de l'année. Ici, on est au 31 mars hein, parce qu'on voulait capturer le premier trimestre, mais le mois d'avril et mai a été très tranquille. C'est pas passé grand-chose. On n'a pas beaucoup bougé de ces niveaux-là. Donc, on voit qu'au Canada, un rendement de à peu près 3,5 assez bien depuis le début de l'année, au 31 mars, je le répète, mais sur un an, moins 8. Aux États-Unis, on est à 7. En Europe, à 7,5, même à 8 en euros. Si on le met en canadien, on est à 9,5 en Europe, en dollars canadiens, parce que l'euro a pris de la valeur. Marché émergent, le même rendement qu'au Canada. Puis de l'autre côté, donc les actions, ça a bien été, tant mieux. Mais de l'autre côté, les obligations aussi. On a eu un très bon début d'année sur le revenu fixe. Donc, autant pour les Canadiennes, les US, les gouvernementales, les corporatives, ça a été bon tout au long pour toutes les classes d'actifs là, depuis le début de l'année. Donc, enfin, c'est le retour des portefeuilles diversifiés, des portefeuilles modérés ou prudents. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, les gens qui étaient en action on n'avait pas le choix quasiment d'être en action pour avoir du rendement. Mais là, avec la hausse des taux d'intérêt, on a eu un peu meilleurs rendements euh, par rapport aux revenus fixes. Les taux d'intérêt, ben, le sommet est pas mal atteint. En ce moment, le marché s'attend à des baisses de taux. C'est assez unanime à cet effet-là. De notre côté, on n'est pas si certain qu'on va avoir des baisses, ou du moins certainement, encore moins certain qu'on va en avoir plusieurs, mais une chose qu'on est certain, ou du moins qu'on s'approche de la certitude, c'est que les hausses sont pas mal derrière nous, en tout cas pour le court terme. Si la situation change dans 2, 3, 4 mois, 6 mois peut-être, mais pour le court terme, ça serait très, très, très surprenant de voir de nouvelles hausses de taux, d'autant plus au Canada. Donc, aux États-Unis, c'est tel que tel, on pourrait être surpris, je suppose, mais au Canada, ça semble vraiment clos, ces hausses de taux-là. Puis on le voit avec l'inflation qui est à la baisse. L'inflation qui est à la baisse, ben, on va en reparler un petit peu tantôt, là, à quoi on peut s'attendre pour l'inflation. Ce graphique-là est intéressant parce que il y a beaucoup de gens en ce moment qui se disent ah ben écoute, moi j'écoute la télé, je lis les journaux, puis partout ce qu'on entend parler, c'est de récession. Donc, dans cette optique-là, les gens se disent ben moi, je ne veux pas être investi parce que j'ai peur de la récession. Bien, premièrement, je vais être super direct avec vous, super franc avec vous. Nos indicateurs, nous aussi, nous fait prévoir une récession. Fait que je suis pas, on n'est pas des jovialistes, là, on le dit les choses telles qu'elles sont. Ceci étant dit, une récession, il faut mettre en contexte qu'est-ce que ça veut dire. Parce que on a dans notre tête, une récession, c'est la fin du monde. Mais en fait, une récession, ça fait partie du cycle économique normal. Puis une récession, si on est en situation de plein emploi, comme on le voit en ce moment, où il n'y a pas beaucoup de chômage, très peu de faillites, euh, les gens souffrent de l'inflation, certes, mais c'est quand même pas des situations où les gens perdent leur emploi puis qu'ils doivent perdre leur maison, etc. On n'est pas là du tout. Donc, ça semble être une récession qui risque d'être plus au niveau technique, au niveau économique, mais peut-être pas une récession si douloureuse dans le portefeuille ou dans la vie des gens. Ceci étant dit, si quelqu'un est d'avis que l'économie va ralentir ou que les risques de récession augmentent, bien, dans ces contextes-là, une classe d'actifs qui fait bien, c'est le revenu fixe, surtout le revenu fixe gouvernemental. Mais ce qu'on voit là à l'écran, c'est l'indice canadien du revenu fixe et en bleu foncé et en bleu pâle, l'indice mondial du revenu fixe. Depuis le début de l'année, en un trimestre, on avait eu un rendement de 4. Donc, c'est ça
qu'on veut que vous gardiez en tête quand vous voyez des offres par rapport au placement garanti, par exemple des certificats de placement garanti, des certificats de dépôt qui donnent 4 4,5 par année. Bien, dans le revenu fixe, quand les taux d'intérêt sont au niveau qu'elles sont actuellement, le potentiel de gain est plus élevé que ça. Donc, même si on achète des obligations qui donnent 4 ils ont le potentiel de donner beaucoup plus. La preuve étant devant nos yeux, on a déjà 4 de fait au 10 avril, là, après seulement 3 mois. Comment expliquer ça? C'est très simple. C'est pour la même raison que les gens prudents ont perdu de l'argent en 2022. Bien, c'est la même chose qui fait qu'on peut en faire en 2023. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt baissent, quand les taux d'intérêt montent, pardon, on perd de l'argent dans le revenu fixe et quand les taux d'intérêt baissent, on en fait. Pourquoi? La logique, je vais vous l'expliquer puis vous allez comprendre tout de suite. Imaginez, on a acheté des obligations de 10 ans qui donnent 2 Le gouvernement change la politique, la nouvelle donne 4 Bien, soudainement, plus personne ne veut de vos obligations de 10 ans 2 Donc, elles perdent la valeur. Cette perte de valeur-là est théorique parce qu'à la fin, le gouvernement va nous rembourser la totalité du montant dû. Mais tout au long de la durée de vie, si on voulait la liquider, il faudrait la liquider à rabais parce que personne ne veut de cette obligation-là qui donne moins que les nouvelles. Bien, cette réalité-là est aussi vraie à l'inverse. Donc, quand on achète des obligations qui donnent du 4, 5, 6 sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, si soudainement les taux se mettent à baisser, eh bien, on est beaucoup plus attrayant avec notre produit. Donc, dans un contexte de ralentissement économique, les taux ont tendance à baisser parce que dans ce temps-là, les banques centrales veulent stimuler l'économie. Si on est d'avis qu'on en va en récession, on devrait voir des baisses de taux. À l'inverse, si on est d'avis que l'économie est en très bonne santé et que les taux vont se maintenir, bien, ce n'est pas grave parce qu'on va avoir quand même eu notre bon rendement euh, au niveau du coupon. Donc, vraiment, il y a cette opportunité-là qui existe. Je vais faire un petit retour sur les 4 thèmes principaux qu'on avait énumérés pour l'année 2023, puis voir où est-ce qu'on en est rendu avec ça. Donc, depuis tantôt, j'ai parlé des taux d'intérêt en disant qu'ils étaient proches de leur sommet. L'inflation, c'est un cas en ce moment. C'est-à-dire qu'on a vu une baisse drastique de l'inflation dans les derniers mois, vraiment très rapide. Mais là, on commence à être dans les derniers mois où les comparables sont faciles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en juin 2022, l'inflation était dans des sommets incroyables, très, très, très élevés. Selon la métrique du PPI, on était à 11 Donc, le mois de juin, c'était très, très haut l'année passée. Donc, juin 2023, ça va être très facile de battre 2022 puis de dire hey, wow, c'est génial, l'inflation sur un an a baissé de 5 a baissé de 4 peu importe. Par contre, à partir du mois de juillet, puis du mois d'août, on va commencer à voir les comparatifs plus serrés. Parce que déjà en 2022, à partir du mois d'août, l'inflation commençait déjà à se calmer au niveau mensuel. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait voir des statistiques qui laissent, qui montrent une espèce d'aplanissement de l'inflation. Fait qu'on ne pense pas que l'inflation va remonter euh, de sitôt, peut-être un peu au quatrième trimestre, mais ça restera à voir statistiquement. Mais il y a quand même la possibilité qu'on voit là, les chiffres stagner dans les prochains mois. Deuxième point, les corrélations entre les classes d'actifs pour avoir atteint leur maximum, ça, c'est quelque chose qu'on avait prévu en début d'année, puis qui s'est matérialisé comme on l'avait prévu, c'est-à-dire que on a vu là, le pouvoir défensif revenir pour les obligations. Quand ça allait mal dans les actions, les obligations ont bien fait et vice-versa. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les clients prudents, les clients diversifiés, c'est-à-dire qu'en 2022, les corrélations étaient tellement élevées que tout baissait en même temps. Ça ne changeait pas grand-chose où est-ce qu'on était placé. Il n'y avait pas de cachette possible, tout baissait. Là, on est moins dans cet état-là. Troisième point, les marchés boursiers qui se rapprochent d'un creux parce que les valorisations reprennent de l'importance. Bien, ça, c'est assez intéressant parce que en ce moment, on donne des statistiques très fun sur les rendements boursiers, mais c'est assez étrange parce que c'est des rendements qui sont
très concentré. Autrement dit, là, si quelqu'un n'a pas du tout d'action dans les grosses compagnies, dans les géantes américaines, il a fait pas mal moins d'argent que quelqu'un qui en a. Nous, chez EG, notre approche est très diversifiée. Donc, on n'est pas surpondéré, on n'est jamais complètement hors d'un marché ni complètement dedans. On en a. C'est pour ça qu'on a réussi à avoir des résultats intéressants. Mais le rendement vient majoritairement des 8 plus grosses compagnies aux États-Unis. En fait, je dis majoritairement, ça va encore plus loin que ça. En date là, de la fin avril, là, c'était la totalité du rendement de la bourse américaine qui venait des 8 plus grosses compagnies. À ce moment-là, cette semaine-là du mois d'avril, on était à peu près à 6% de gain total. Puis, si on enlevait les 8 plus grosses, on était à zéro. Là, on a eu une reprise, ça a remonté un petit peu. Puis l'écart est encore très extrême, mais on n'est plus à zéro. Donc, on voit là que c'est les géants qui traînent le marché par en haut et non pas les petites compagnies et encore moins les banques là, qui ont de la difficulté aux États-Unis avec les faillites qu'on a vues dans certaines banques régionales américaines là, qui ont créé beaucoup d'incertitudes dans le niveau bancaire. Quatrième point, le retour en grâce des titres à revenus fixes, j'en ai parlé déjà en masse, mais de dire à quel point que le fait que les taux d'intérêt euh, soient aient commencé plus haut en 2023, ça nous aide pour la suite. Donc, au-delà de ces considérations-là de marché, je pense que parmi bien des gens, le plus gros des, des enjeux, c'est pas vraiment les marchés boursiers. Puis vous me corrigerez si j'ai tort, mais pour la plupart des gens que je parle au quotidien, c'est très rare qu'ils me disent: Ah, Pierre-Benoît, on croit que les actions sont trop chères. Pierre-Benoît, on croit que les profits sont pas au rendez-vous. Ou on croit que les gens dépensent plus. Non, en général, les gens ils se disent que ça, ils voient bien que ça dépense encore, puis que l'économie tourne encore pas mal. Mais ce qui inquiète les gens, c'est plus la macro, la géopolitique, la macroéconomie, puis les relations internationales. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe avec Taïwan? Qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe avec les banques régionales américaines, justement? C'est plus cet aspect-là de l'économie internationale qui est dans la tête des investisseurs en ce moment. Si je vais essayer d'aborder ces sujets-là ce soir, là, et de leur toucher pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est et c'est quoi la suite des choses. Mais si vous voulez le creuser davantage, je vous invite à vous abonner à mon balado, mon balado en podcast là, pour les plus anglo du groupe, qui s'appelle Les marchés en mouvement. Très facile à trouver. Sur Spotify, sur Apple, sur Google, il est là partout. Mais si vous n'êtes pas capable de le trouver et que vous êtes intéressé à écouter d'une manière à toutes les semaines Pierre Benoît qui vous fait le résumé des marchés de la semaine avec toujours la vision de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. Puis vous n'êtes pas capable de le trouver, demandez à Claude ou Miguel, ils vont vous aider certainement. Mais les marchés en mouvement, vous tapez ça sur Google avec IG, là, puis vous allez le trouver tout de suite. Bref, Premier, constat, celui de la Chine. Hein. On a, mon Dieu, la Chine, ça fait depuis les années Trump là, que les problèmes ont commencé. Vous vous souvenez, hein, la guerre commerciale qui est arrivée avec les tarifs et puis tout ça. Là, maintenant, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec Taïwan, qu'est-ce qui se passe avec l'économie de la Chine. C'est une situation qu'on surveille évidemment, mais il faut quand même toujours mettre les choses en perspective. C'est-à-dire que les Chinois, à la base, détiennent beaucoup, beaucoup de dettes américaines. Ils ont une très grande interdépendance avec l'économie américaine, avec l'économie occidentale. Puis on est dans un monde mondialisé où tout le monde a besoin de tout le monde. Puis l'exemple de la Russie et de l'Ukraine, elle ne s'applique pas vraiment à celui de la Chine et des États-Unis. C'est-à-dire que le drame en Russie et en Ukraine est humain. Au début, ce drame humain-là a eu des conséquences sur les marchés boursiers pendant quelques semaines parce que les gens se demandaient est-ce que ça va escalader, est-ce que ça va entraîner d'autres pays.
Mais maintenant qu'on voit que c'est simplement ces deux pays-là, puis que ça reste là-bas, il n'y a plus d'impact boursier. Aujourd'hui, là, vous voyez les nouvelles sur l'Ukraine au quotidien, là, ça n'a aucune incidence sur les marchés boursiers, ni américains, ni à peine européens. C'est plus un enjeu très boursier. C'est un enjeu humain, c'est ça, je répète. Taïwan, la Chine, les États-Unis, là, ça, on est sur une autre planète. Là, c'est que là, on est dans un monde où c'est les deux puissances économiques mondiales. Donc, ce type de risque-là, c'est ce qu'on appelle un risque systématique. C'est-à-dire que c'est un risque qui a très, très peu de chances d'arriver. Il n'y a personne qui veut une guerre mondiale, ni les Chinois, ni les Américains, ni personne. Donc, il y a pas de gagnant, là. C'est perdant-perdant. Très, 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 très peu de chances d'arriver. Si ça arrive, il n'y a pas bien, bien de protection. C'est-à-dire qu'on peut bien dire ah ben oui, je vais me protéger en achetant de l'or. Ah, tant mieux, c'est intéressant. Ça peut être une idée. Mais le problème avec ça, c'est que si ça ne se produit pas, ben, historiquement, l'or n'a pas un rendement qui dépasse beaucoup l'inflation. Mais ça, ça peut être une partie d'un portefeuille, puis ça, il y a pas de problème avec ça. Mais encore là, est-ce que ça va vraiment protéger? Ah, la preuve reste à être faite. Donc, est-ce qu'on va acheter, quel type d'actifs on peut acheter dans ce cas-là? Il n'y a pas grand-chose, même des placements garantis, ça ne changera pas énormément. Donc, autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des types de risques qu'on veut se protéger, puis qu'on peut se protéger par la diversification, par la construction de portefeuille. Puis il y a des types de risques qui sont comme la COVID-19, qui sont une pandémie mondiale, il n'y a pas de protection possible. Des risques comme ça que- qui sont systématiques. Maintenant, de notre côté, quand on évalue les chances ou l'évolution là, de la situation géopolitique, il faut toujours faire la distinction entre ce que les pays vont dire pour générer du capital politique, pour influencer, pour montrer leur force, leur détermination, pour jouer des jeux avec l'ennemi, montrer que qui sont capables d'appuyer sur des leviers. Autrement dit, il y a beaucoup là-dedans de rhétorique, de politique et probablement beaucoup plus que de menaces réelles là, de guerre, finalement. On regarde toujours cette situation-là. Par contre, on n'est pas des gens qui se mettons la tête dans le sable, là, mais pour le moment, rien n'indique qu'il y a quelque chose à surveiller à ce niveau-là. L'autre aspect qu'on surveille beaucoup en ce moment, c'est celui des banques régionales américaines. Donc, vous avez peut-être vu passer dans les journaux, dans les médias, des faillites chez les banques américaines. Il faut comprendre que ce n'est pas du tout 2008 qui se répète. OK? Je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe avec les banques américaines. En 2008, ce qui s'était produit, c'est que des actifs n'avaient pas la valeur qu'on croyait. Puis on s'est rendu compte que des gens avaient beaucoup pris, beaucoup trop de leviers, beaucoup trop de dettes, puis avaient pris trop de risques. Puis là, soudainement, ces risques-là, ça explosait. 2023, c'est pas ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a commencé par une première banque, Silicon Valley Bank. Cette banque-là avait beaucoup, beaucoup de clients, comme son nom l'indique très bien, Silicon Valley Bank, beaucoup de clients à Silicon Valley. Et puis Silicon Valley, ça a été très, très, très difficile, les technos, en 2022. Donc, cette banque-là a eu des problèmes avec ses clients de techno. Au même moment, il y a une autre banque qui a fait faillite avec des problèmes avec des clients de crypto-monnaies, des bitcoins et tout ça. Ces deux événements-là qui se sont produits ont comme créé une crise de confiance à travers les banques européennes, en lien là, avec des états financiers, mais ce n'était pas une prise de risque excessive, c'était simplement des raisons comptables liées à la hausse des taux d'intérêt. Puis, les gens, par peur que les banques fassent faillite, donc il y en avait déjà eu une, deux, maintenant, est-ce qu'il va en avoir d'autres, par peur que ce soit eux les prochains, retirent leur argent de la petite banque pour la mettre dans la grosse banque. Puis la grosse banque étant une banque qui est classifiée comme étant trop grosse pour faire faillite. Donc, autrement dit, quand une petite banque fait faillite, le système peut la laisser faire faillite.
Mais quand une très grosse banque est pour faire faillite, le système va la sauver. On l'a vu en 2008. Si une banque a un risque systémique ferme, tout explose. Donc, il y a les grosses banques américaines qu'on appelle les too big to fail. Donc, les gens prennent leur argent dans la petite banque, la mettent dans la grosse banque en se disant, elle est plus sécuritaire là. Mais en faisant ça, vu qu'ils retirent les dépôts des petites banques, ils créent des gros problèmes financiers pour ces petites banques-là. Donc là, on a vu euh, récemment First Republic qui a fait faillite. Et là, la semaine dernière, PacWest, une autre banque américaine, qui a montré là, une très grosse baisse dans les dépôts. Est-ce que en quoi c'est un problème? Le gros problème vient que, en réponse à ça, les banques ont décidé de prêter moins. Donc, de resserrer le crédit en se disant, je ne peux pas prêter trop d'argent parce que je ne peux pas prévoir ma quantité de dépôt pour la suite des choses. Donc, on a ralenti le crédit. Mais, par contre, il faut comprendre que l'argent qui est perdu par la petite banque est gagné par la grosse banque. Autrement dit, le dépôt, il est sorti de la petite banque pour aller dans la grosse banque. C'est pas une situation où le dépôt est disparu carrément de la map, là, il passe d'une banque à l'autre. Ou quand il ne va pas dans une autre banque, il va dans le marché monétaire, il va dans un autre placement, mais il existe encore. C'est pas une perte de valeur sèche. C'est ça, c'est une grosse différence. Le graphique que je voyais à l'écran pendant que je racontais ces histoires-là, c'est que quand on entend tous ces risques-là, les gens ont tendance à vouloir vendre leur placement. Ils se disent, ah, ben, il y a eu un risque, il y a des risques qui me font peur, je veux vendre mes placements. En ce moment, dans le marché monétaire, ça, c'est l'actif que les gens achètent quand ils veulent sortir complètement des marchés, ne veulent pas être investis. On a un niveau record d'actifs. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le marché monétaire. Donc, ça, c'est de l'argent qui est sur les lignes de côté. Vous entendez ça, puis vous devez peut-être que vous vous dites, ah, ben, crime, ça veut dire qu'il faut se tasser. Mais c'est l'inverse. En bourse, il faut toujours tourner son cerveau à l'envers. C'est-à-dire que quand les gens sont déjà sortis, ben, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'autrement dit, quand ça va se remettre à bien aller, parce que je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois, mais je peux vous dire une chose, un jour, on va sortir de la récession, puis l'économie va repartir. Bien, ce jour-là, l'argent qui est sur les lignes de côté va revenir dans les marchés. Donc, quand il y a déjà une grosse portion de l'argent qui est sorti, on appelle ça la capitulation. Autrement dit, c'est que les gens ont abandonné, puis sont prêts ils sont sortis des marchés, ils n'en veulent plus. On n'est pas encore rendu à la capitulation. On n'est pas rendu là, là. Ça va en prendre plus que ça. Mais on approche. Puis, le moment le plus dangereux pour investir, c'est quand les gens sont très, très, très positifs, quand les gens ont emprunté pour investir, autrement dit, là, les gens ils ont 100 000 d'économie, mais ils ont remprunté un 50 000 pour investir 150 000. Puis les marchés sont bons. Puis là, les gens nous appellent, des gens comme moi puis Claude, là, puis là, ils nous disent, hey, j'ai rencontré mon neveu, il a acheté du Lion électrique, là, il a fait plein d'argent, j'en veux. Il a acheté des bitcoins, j'en veux. Il a acheté des compagnies de potes, j'en veux. Puis là, tout le monde fait de l'argent, c'est merveilleux. Mais là, ça, c'est dangereux. À l'inverse, quand là, en ce moment, vous parlez à vos amis là, qui boursicotaient en 2021, là, je suis persuadé qu'il y en a la grande majorité d'entre eux qui ont abandonné ce hobby-là. Hein, parce que là, les gens, ils ont eu des pertes, ça a été difficile. Euh, il y a des gens pour qui 2022 ont été beaucoup plus difficiles que vous. Je vous garantis une chose, avec vos rendements IG, là, vous en êtes bien sortis par rapport à bien du monde. Donc cet enjeu-là, cette dynamique de est-ce que c'est le bon moment pour rentrer ou sortir, il faut être très, 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 très prudent. Je vais finir avec les évaluations, une petite mise à jour au niveau des évaluations. On reste d'avis que les actions américaines sont les plus chères de la planète, mais en même temps, il faut comprendre aussi que les plus belles compagnies de la planète sont aux États-Unis. Donc, il y a une certaine logique là, à ce que ce soit les plus chères. L'opportunité au Canada, en Europe, dans les marchés émergents, beaucoup moins dispendieux. Euh, donc, ça reste les classes d'actifs qu'on va privilégier. Mais ceci dit, étant donné que les États-Unis restent la plus grosse économie mondiale, il ne faut pas être surpris de voir que même si vous dites, ouais, mais Pierre Benoît m'avait dit qu'on en mettait moins aux États-Unis, puis dans mon relevé, c'est ça que j'ai le plus. Oui, mais c'est normal parce que
l'économie américaine, c'est 52% de l'économie de la planète. Donc, il faut en avoir, on n'a pas le choix. Puis d'ailleurs, je suis persuadé qu'on en veut tous, des compagnies comme Visa, puis des compagnies comme Microsoft, etc. Je donne des exemples de compagnies qu'on connaît, autrement dit, à tout hasard, parce que les compagnies américaines, c'est les compagnies qu'on connaît.